Bonjour à tous, bienvenue pour ce désormais traditionnel baromètre de l'immobilier logistique proposé par Arthur Lloyd Logistique. Et pour proposer précisément ce baromètre, j'ai le plaisir d'accueillir sur le bateau Didier Terrier, directeur général d'Arthur Lloyd Logistique, et à distance Louis-Marie Masfaillon qui est en charge des études. Alors, Louis-Marie va nous faire un bilan du premier semestre 2023. Peut-être pour commencer, pour ceux qui découvrent ce baromètre pour la première fois, quelques mots de présentation pour rappeler ce qu'est Arthur Lloyd Logistique. Alors, Arthur Lloyd Logistique est la filiale dédiée à l'immobilier logistique du groupe Arthur Lloyd. Donc, c'est une société qu'on a créée il y a 12 ans maintenant, avec que des pure players de ce marché. Un bureau à Lille, un bureau à Paris et un bureau à Lyon. Et de ces 3 bureaux, on rayonne sur tout le territoire. Aujourd'hui, on a pris une position sur l'Italie également. Maintenant, ce baromètre, c'est une tradition et on est très, très flattés de pouvoir le présenter aux côtés de Jean-Philippe. Il y a pas mal de choses à dire parce que... Oui, jusqu'ici, on avait des bonnes nouvelles. On va voir si ce premier semestre sera également... On a vécu des très belles années. Bon, le contexte économique s'est dégradé, donc notre marché automatiquement s'est dégradé. Ça fait déjà quelques mois qu'on avait ressenti cette baisse d'activité. Et puis, on va voir sur le deuxième semestre, mais on n'est quand même pas très optimiste pour la suite. Voilà. Ok, donc Louis-Marie, donc si tu veux bien nous présenter ce bilan du premier semestre avec, comme d'habitude, les différentes séquences qui concernent à la fois donc, les régions et puis les différents aspects de l'immobilier. Oui, avec plaisir. Bonjour. Alors, sur cette page, on vous a présenté quelques éléments de cadrage macroéconomique. Donc, comme précisé par Didier précédemment, l'économie française se dégrade lentement mais sûrement. Cela à cause de 2 facteurs principalement. Bien sûr, l'inflation qui reste élevée en Europe et en France et qui pèse sur la consommation bien naturellement des ménages et des entreprises, et aussi un ralentissement, bien sûr, du fait de la politique mise en place par les banques centrales de resserrement monétaire pour juguler cette inflation, et une politique qui passe aussi par la remontée des taux d'intérêt. Donc le crédit coûte aujourd'hui plus cher, donc bien logiquement cela va se refléter sur certains indicateurs de performance de l'économie française qui vont être orientés à la baisse. Typiquement, le reflet de tout cela, c'est le climat des affaires qui se dégrade en passant en dessous de sa moyenne de long terme. On a des carnets de commandes des entreprises qui tendent à se désemplir. Par ailleurs, a fortiori dans le secteur industriel, on a des défaillances aussi d'entreprises qui reprennent, sont réorientées à la hausse après plusieurs années de baisse assez accentuée du fait des nombreuses aides de l'État. On peut citer parmi tous ces secteurs en tourmente le prêt-à-porter milieu de gamme, avec beaucoup d'entreprises qui mettent la clé sous la porte. On a également aussi des acteurs historiquement fragilisés, récemment fragilisés, qui étaient apparus pendant la crise sanitaire. Je pense au secteur du quick commerce. Donc, ces défaillances d'entreprises, elles vont amener à une augmentation logique du taux de chômage. Il faut savoir qu'on est quand même sorti de 2 années très fastes pour l'emploi, avec 1,6 million de création nette. On ne va plus être sur cette tendance-là dans les mois, les trimestres à venir. On sait que la tendance, elle s'inverse. On pourrait être sur des destructions nettes dès cette fin d'année, avec une accentuation du phénomène au cours de l'année 2024. Donc, ce phénomène aussi de
de resserrement du crédit. On sait il pose problème hein, dans un contexte où on a quand même des enjeux majeurs pour les entreprises qui produisent et qui transportent des biens, hein, puisqu'on a aujourd'hui une nécessaire recherche de diversification des approvisionnements hein, pour la chaîne logistique, hein, dans un contexte géopolitique qu'on n'aura pas besoin de préciser, hein, de rappeler, mais qui est quand même plus que troublé. Par ailleurs, on sait qu'il y a un enjeu aujourd'hui écologique fort, hein, et que dans ce contexte-là, certains acteurs comme les transporteurs vont être confrontés à une hausse des coûts pour assurer le verdissement de leur flotte. Par ailleurs, on sait qu'aujourd'hui, on a toujours des coûts assez élevés pour ce qui relève de la main-d'œuvre. Et on a aussi un phénomène qui va s'accentuer au cours des prochaines années, enfin, on le voit d'ores et déjà, qui est une tension sur l'offre immobilière, notamment en immobilier logistique, hein, du fait tout simplement des nouvelles orientations politiques concernant l'objectif de zéro artificialisation nette des sols. Donc tout ce qui étant rare, tendant à devenir cher, on sait que les coûts immobiliers ne vont pas avoir tendance à diminuer de façon, enfin sur le long terme, cela alors qu'on sait qu'aujourd'hui il y a quand même des besoins, hein, même si le marché de l'immobilier logistique connaît aujourd'hui des difficultés du fait de l'évolution économique dont on vient de parler. Donc, si je passe sur la page qui suit, sur cette page, nous vous avons représenté l'évolution de la demande placée en immobilier logistique depuis 2011 hein, en France. Donc, elle atteint 1,5 million de mètres carrés au premier semestre 2023, actant un recul de 9% par rapport à la première partie d'année 2022. Donc on pourrait nuancer hein, ce retrait en disant que la demande placée se maintient à un niveau supérieur de 12% à sa moyenne décennale, que 9% c'est une baisse relativement raisonnable au vu de la dégradation du contexte économique, que cette baisse, elle ne concerne pas toutes les catégories d'utilisateurs, ni tous les secteurs géographiques. Il n'en reste pas moins que l'immobilier logistique est bien logiquement pénalisé par les évolutions économiques actuelles. Parce que si vous avez une réduction de la consommation des ménages et des entreprises, eh bien les utilisateurs de plateformes logistiques vont avoir tendance à reporter, voire à annuler leurs nouveaux projets, même si de manière momentanée, on constate quand même qu'il y a des surstocks aujourd'hui du fait de cette baisse de la consommation. Donc il faut le temps que tout cela s'ajuste. Et par ailleurs, le marché de l'immobilier logistique au premier semestre 2023, il est aussi énormément animé par des opérations clés en main, donc sur des bâtiments à construire. Or, on sait que ces derniers ne reflètent pas nécessairement le dynamisme actuel de la demande exprimée, dans la mesure où on a acté au premier semestre leur validation administrative, mais ce sont des projets qui remontent bien en amont pour certains. Donc voilà, on a quand même un marché des utilisateurs qui aujourd'hui pâtit de l'évolution économique actuelle. Donc sur la page qui suit, nous vous avons représenté donc l'évolution de la demande placée par grand secteur géographique entre le premier semestre 2022 et le premier semestre 2023. Donc, on voit qu'on a des trajectoires distinctes qui ont été prises entre les pôles secondaires et les pôles majeurs de la dorsale. Ensuite, ce sont des chiffres qui sont un peu en trompe-l'œil dans la mesure où on sait que les pôles secondaires, hein, les autres régions ont bénéficié, sont très sensibles à la réalisation d'opérations clés en main. Hein, et on sait que certaines opérations de grand volume ont contribué à stimuler ces secteurs au cours des derniers mois. On a eu des opérations en Normandie, en Bourgogne ou encore en Bretagne. Et si les pôles majeurs de la dorsale actent de manière globale un retrait de 31%, voilà, il y a quand même des situations assez hétérogènes selon les sous-secteurs, puisqu'on sait que la non placée est orientée à la baisse en région lyonnaise, mais on a dans ces pôles-là, comme on le dit à chaque présentation qu'on effectue, on a quand même une tension sur l'offre avec une situation de quasi-pénurie. Et dans ce contexte-là, la région marseillaise, qui elle est orientée à la hausse, bénéficie quand même d'un effet de report de cette demande qui ne peut pas se positionner à côté de Lyon. Et par ailleurs, on a aussi l'Île-de-France qui est aujourd'hui, on le voit quand même, qui connaît une forte baisse d'activité, à nuancer, cela dit, puisque on sait sur un an, puisque le premier semestre 2022 a été plus particulièrement animé par deux opérations de clés en main de très grand volume, hein, réalisées à l'initiative de Lidl à Ably et de Zalando à Montreux sur le Jard.
Et pour ce qui est des Hauts-de-France, eux, ils connaissent une dynamique très positive, hein. Cela dans la mesure où on a eu un important renouvellement de l'offre dans ces secteurs, hein, notamment par des lancements blancs, donc une offre qui a beaucoup progressé, avec des loyers dès lors relativement contenus, ce qui peut amener des utilisateurs à prendre de nouvelles positions sur ces territoires. Donc voilà pour cette page. Sur celle-ci, nous avons représenté l'évolution de la demande placée par segment de surface, hein. Donc la demande placée de grand volume, elle demeure prédominante, hein. Ensuite, elle connaît un retrait encore accru pour le créneau de surface 20 000 à 40 000 mètres carrés. Et en fait, c'est le segment des petites surfaces, hein, entre 10 000 et 20 000 mètres carrés, qui aujourd'hui stimule le marché de l'immobilier logistique. Vous avez quand même eu une trentaine de transactions réalisées sur ce segment, hein, réparties équitablement entre les pôles majeurs de la dorsale et les pôles secondaires, et majoritairement sur des opérations de surface neuve. Donc si on passe à la page suivante, nous vous avons représenté sur cette page-ci les 10 principales transactions de l'année. Donc là-dessus, il y a plusieurs points à noter, hein. Le premier, c'est que 9 des 10 opérations mentionnées ici portent sur des surfaces neuves, hein. Donc ce qui peut sembler paradoxal ou du moins problématique à l'heure de la mise en place de l'objectif de zéro artificialisation nette des sols, pardon. En tout cas, c'est symptomatique de ce qu'est aujourd'hui le marché de l'immobilier logistique. Autre fait marquant que l'on peut noter, hein, c'est ce net retrait des acteurs de la grande distribution, hein, dont on sait qu'ils avaient plus particulièrement stimulé le marché de l'immobilier logistique au cours des dernières années. Là, on n'a eu que le positionnement, hein, de Carrefour sur la plateforme, sur un projet de développement à Mondeville, en Normandie, sur 76 000 m². Donc, les acteurs de la grande distribution tentent à achever leur mue, la réorganisation de leur réseau. En tout cas, on a d'autres acteurs qui prennent aujourd'hui le relais de ces acteurs-là, hein. Donc, des acteurs du discount comme Stocomanie, un grossiste comme Gerflor, un industriel comme Intex. Donc, vraisemblablement, le marché des grandes surfaces devrait être plus éclaté demain qu'il ne l'a été au cours des dernières années. Et un dernier fait que l'on peut noter, hein, aussi, c'est cette absence des acteurs du e-commerce qui ne sont illustrés par aucune transaction au cours des 6 derniers mois. Donc, du fait des évolutions économiques actuelles. Alors, si on passe... Oui, attends, Louis-Marie, juste pour rejoindre ce que tu disais, quand on voit la liste de ces transactions, je crois que 90% sont des transactions qui avaient été initiées en 2022. Donc ça rejoint bien ce fameux trompe-l'œil sur la demande placée au premier semestre, hein, puisque moi je constate que voilà, il y en a 90% qui étaient des deals qui étaient initiés et signés en 2022. Et pour en revenir au e-commerce, les e-commerçants, les pure players qui ont été des gros consommateurs de grosses surfaces, bien évidemment qu'ils ont pénalisé le take-up puisqu'ils sont très en retrait depuis le début de l'année. Donc voilà, ça fait partie des éléments qu'il faut prendre en considération pour analyser cette demande placée au premier semestre. Tout à fait. Sur la page qui suit, nous avons représenté l'évolution de la demande placée par grande catégorie d'utilisateurs, hein, qu'ils soient chargeurs ou prestataires. Et de manière assez logique, hein, dans un contexte économique perturbé, ce sont les prestataires qui aujourd'hui sont majoritaires, qui mènent la danse, hein. Cela parce que ils représentent l'avantage pour des chargeurs, hein. Enfin, les chargeurs s'engagent avec ces derniers sur des contrats de courte durée, hein, ce qui, dans un contexte de faible visibilité, peut présenter un certain avantage. À noter, hein, que des prestataires peuvent aussi ne pas hésiter à prendre eux-mêmes des positions aujourd'hui, hein, sans nécessairement avoir de contrat associé, hein, même si c'est difficile, a fortiori dans des secteurs où les loyers tendent à augmenter fortement. Donc, on a des prestataires qui prennent des positions qu'ils considèrent comme stratégiques, hein, cela avant que cela représente un trop fort coût au niveau de l'immobilier, au niveau des valeurs locatives. Ce qu'on a constaté chez les prestataires, c'est qu'on a pas de nouveaux prestataires, mais des transporteurs,
hein, qui d'ailleurs justifie cette prise importante de surface en dessous de 20 000 m², des transporteurs qui commencent à faire un peu de logistique dans l'urgence pour leurs clients chargeurs, Ouais. et aussi des prestataires qui étaient plutôt PME, PMI, qui commencent à prendre une place sur le marché. Alors, on a toujours les grands leaders, bien sûr, hein, Ouais. mais voilà, on voit arriver ces gens-là avec un certain dynamisme, notamment sur les prises de surface. Sur la page qui suit, nous avons représenté l'évolution de la demande placée par grande catégorie de chargeurs, hein. Donc le premier fait que l'on peut relever, hein, c'est cette nette baisse des prises de position de la grande distribution, hein. Ensuite, on sait que l'année 2022 et le premier semestre 2022 en particulier avait été stimulé par la réorganisation du réseau de Lidl, hein, qui a été très actif. Donc, c'est ce qui explique cette baisse cette année, hein, où on est quand même sur des acteurs qui sont moins présents. Ensuite, un des faits marquants, c'est ce net resserrement des surfaces prises entre les acteurs de la grande distribution et les industriels. Les industriels connaissent une situation une performance quasi record, avec 217 000 m² construits pour compte propre ou pris à bail, hein. On a un écart de 9 000 m² seulement avec les acteurs de la grande distribution, alors que généralement, on est plutôt sur un écart de plus de 300 000 m² si on prend en compte la moyenne décennale. Et à noter qu'on a une seule, ce record, cette situation quasi record de demande placée pour les industriels, elle ne passe pas uniquement par quelques opérations de grand volume, hein. On a une opération qui a été réalisée sur plus de 40 000 m², sur près de 50 000 m² par Intex au Miroir en Bourgogne. Ensuite, on a quand même un certain nombre d'opérations de taille intermédiaire, voire de petite surface. Et on sait que si l'objectif de réindustrialisation de notre pays, tente à se concrétiser, on devrait avoir des acteurs plus présents au cours des prochaines années qui ne l'ont été jusqu'ici. Voilà pour cette page. Si on passe à la page d'après, alors sur cette page, nous avons représenté la part de la demande placée de surface neuve par rapport à la demande placée totale. Alors la part du neuf par rapport à la demande placée totale n'a jamais été aussi importante, hein, représentant 80 de cette dernière. Cela s'explique en partie par les opérations clés en main dont on parlait. Cela s'explique également, hein, par une très bonne performance du secteur du blanc, hein. Vous avez eu 16 transactions entre janvier et juin 2023 pour un total de plus de 350 000 m². Donc on n'est pas au niveau du S1 2021, durant lequel plus de 500 000 m² avaient été pris à bail, notamment dans le cadre de transactions de grand volume. Mais on est quand même sur une très bonne performance, et donc cela reflète quand même la volonté d'un certain nombre d'utilisateurs de se positionner sur des bâtiments neufs répondant à leurs besoins. À l'inverse, hein, les commercialisations de plateformes existantes, elles, connaissent une nette baisse, ce qui reflète quand même assez bien la dégradation du contexte. Donc si on va sur la page qui suit maintenant, alors sur cette page, nous vous avons représenté donc l'évolution de l'offre disponible sous 6 mois. Elle atteint 2,4 millions de mètres carrés en France, soit une hausse de 23 par rapport au T1 2023, hein, ce qui est beaucoup en un seul trimestre. Ensuite, on sait qu'on a un certain nombre d'arrivées sur le marché d'offres de grand volume, hein, de bâtiments lancés en blanc, que ce soit en Normandie, en Grand Est, ou en centre Val-de-Loire, ou encore en Hauts-de-France, dans le bassin minier. Donc tout cela explique l'augmentation de l'offre. Ensuite, on a une situation qui est quand même très inégale selon les différents ensembles géographiques français, hein, puisque le couloir rhodanien connaît une situation, comme on le disait, de quasi-pénurie. À l'intérieur même des régions, on n'a pas nécessairement les mêmes réalités selon qu'on est positionné à proximité des grandes villes et des grandes métropoles, ou dans des secteurs plus secondaires. Voilà. Si on
passe à la page qui suit, alors ici, vous avez l'évolution des valeurs locatives de transactions sur des bâtiments de classe 1, de classe A, sur la base donc des transactions que nous avons recensées au cours des derniers trimestres. Alors, ce que l'on peut voir, c'est que les loyers continuent de progresser, atteignant le plateau de 51 € par mètre carré par an. Alors, ils progressent à un niveau beaucoup plus mesuré que cela n'avait pu être le cas en 2022. Toujours est-il, on peut l'expliquer dans la mesure où il y a moins de transactions qui ont été effectuées en région francilienne et en région lyonnaise, et on sait que dans ces pôles, les valeurs locatives sont plus élevées, tendent à être plus élevées qu'ailleurs. Donc cela a joué sur la hausse mesurée du loyer moyen de classe A. Par ailleurs, on a eu une hausse aussi des opérations clés en main de grand volume, dont on sait qu'elles se signent souvent à des niveaux inférieurs. Et on a aussi une bonne performance, on a eu de nombreuses transactions en Hauts-de-France. Or, on sait que l'offre dans ces secteurs tente à restreindre la hausse des loyers. Pour faire un petit point sur les loyers, bon, la hausse des valeurs, elle existe, et elle se poursuit de manière un peu différente en fonction des secteurs. Il est évident qu'il y a un facteur de sous-offre qui maintient cette hausse des loyers, notamment dans des régions comme le Sud et PACA et la région Rhône-Alpes. Ce n'est pas le cas dans les Hauts-de-France, où on a bien évidemment beaucoup d'offres. Après, effectivement, la baisse des mètres carrés et des demandes exprimées va automatiquement atténuer un petit peu cet engouement, d'autant plus qu'on connaît aujourd'hui un certain nombre de prestataires qui commencent à avoir du vide dans leurs bâtiments, donc qui vont bien évidemment arriver sur le marché en forte concurrence vis-à-vis des promoteurs bailleurs. On sait même que certains prestataires sont en train de prendre des surfaces à risque. Donc voilà, on a un deuxième semestre qui risque d'être particulier, ou tout du moins un début de l'année 2024 par rapport à cette hausse des loyers. On y verra un petit peu plus clair sur ce qui va persister et quelle sera la tendance sur ces loyers sur le premier semestre 2024. Mais il y a quand même des facteurs qui sont, entre guillemets, qui ne sont pas naturels pour justifier la hausse des loyers à travers effectivement les taux de financement, la hausse des coûts de construction, mais il y a un contexte marché qui va évoluer. Sachant que effectivement, si on regarde, pour illustrer ce que disait Didier, si on regarde donc cette page-ci, nous vous avons représenté donc l'évolution des loyers dans les pôles majeurs de la dorsale au cours des derniers trimestres. On voit qu'ils tendent à se stabiliser d'ores et déjà dans certains secteurs qui connaissent une baisse d'activité, typiquement la région francilienne. On voit aussi qu'ils continuent d'augmenter en région lyonnaise et marseillaise, du fait d'un manque d'offres, donc aucune raison pour que les loyers baissent dans ce secteur. En revanche, on a peut-être dans certains pôles une réduction de l'écart aussi entre loyer prime et loyer moyen présenté par les mandants, certains considèrent, bon déjà, il s'agissait de répercuter l'augmentation des coûts de construction, comme disait Didier, sur les valeurs locatives présentées. Et ils considèrent parfois que lorsque certains utilisateurs peuvent être amenés à augmenter les loyers qu'ils ont l'habitude de régler, s'ils sont confrontés à un besoin immobilier urgent. Mais dans un contexte, comme le disait Didier, de dégradation économique, il faudra voir dans quelle mesure cela durera. Si on passe à la page qui suit, alors nous avons représenté donc sur cette dernière page l'évolution du potentiel de développement qui est orienté à la hausse, atteignant 12 millions de mètres carrés en France, soit une augmentation de l'ordre de 3% en un trimestre. Alors là, on parle, ça sont des chiffres qui peuvent faire un peu peur. Ensuite, on parle de projets, qu'ils soient avec permis de construire et certification ICPE obtenus et purgés, déposés ou à déposer. Donc, on prend vraiment tout en compte, sachant qu'on inclut aussi les projets qui sont actuellement sous recours. Et là, pour le coup, on a quand même aussi des très nettes différences en termes de répartition entre les différents secteurs, à l'intérieur même des sous-secteurs.
sachant qu'on a vu quand même une hausse particulièrement élevée du potentiel dans les régions qui avoisinaient Paris. Donc, effectivement, évidemment, comme à l'accoutumée dans l'Oise, mais également dans le nord orléanais, dans le Grand Est ou dans la Basse-Bourgogne. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on sait que toute une partie de ces projets risque de ne pas se faire, hein, tout simplement parce que les utilisateurs ne suivront pas, mais surtout aussi parce qu'à cause des oppositions locales qui peuvent exister, mais surtout avec cette fameuse mise en place de l'objectif de zéro artificialisation nette des sols, qui va quand même nous imposer de réduire par 2 le rythme d'artificialisation entre aujourd'hui et 2031. Voilà, ce qu'on pouvait vous dire. Donc, pour résumer, un marché de l'immobilier logistique où la situation est quand même, très incertaine, hein, qui connaît quand même un maintien relatif, mais un peu compliqué. Merci Louis-Marie hein, pour cet exposé toujours impeccable et très précis. Didier, donc si on suit un petit peu, si on voulait faire une synthèse un petit peu de ce qui vient d'être dit, j'ai noté plusieurs éléments. L'immobilier logistique suit, on le voit une fois, c'est encore la démonstration aujourd'hui, suit l'économie et la consommation des ménages. On a vraiment l'impression que c'est une tendance qui se confirme. C'est les fondamentaux de ce marché. Hein. Quand la consommation se porte bien, on a effectivement de l'activité, on a des preneurs, on a des projets. Dès qu'elle se dégrade, très rapidement, on ressent effectivement ce retrait, ces reports de décision, ces abandons parfois hein, de projets. Enfin, nous, on est en train de le vivre. Hein. Je parle pour notre paroisse, hein, où on a des sujets qui étaient très initiés, très identifiés, très avancés, et qui sont en train de se stopper tout simplement pour des problématiques de résultats. Donc, oui. Ce qui est flagrant, c'est ce recul, hein, ce retrait hein, des e-commerçants qu'on ne voit plus là dans ce bilan sur le premier semestre. Et qui correspond effectivement à une évolution aussi de la consommation des ménages. Et puis l'inflation. On voit qu'aujourd'hui, il y a des hard discounters qui sont très présents sur ce marché, hein, qui eux ne subissent pas ces... tiennent bien le... Voilà, sans les citer, vous les connaissez, ils restent actifs, ils ont encore des projets. On peut parler d'Idle par exemple. Lidl ou des gens comme Action, hein, qui sont en train de faire beaucoup d'ouvertures de magasins, des gens comme Aldi, qui reviennent fortement sur ce marché. Donc, je ne suis pas un expert de ce qu'ils font, mais je crois savoir que c'est des bas prix, c'est plutôt... donc l'alimentaire aussi reste encore le principal achat des ménages. Je ne suis pas persuadé que les e-commerçants étaient très, très, très axés sur l'alimentaire. Donc, je pense qu'ils subissent effectivement... cette baisse de la consommation et cette inflation. Alors on voit aussi que c'est un marché en trompe-l'œil, hein, Louis-Marie nous l'a rappelé à plusieurs reprises, c'est un marché en trompe-l'œil notamment parce qu'il y a du blanc qui booste artificiellement la demande, quoi. On a l'impression que la demande est là parce qu'il y a de la construction, mais en fait on construit en blanc, donc on n'a pas encore forcément l'assurance qu'il va y avoir des locataires. Alors, nous on a une étude assez poussée sur le blanc qu'on met à jour tous les 6 mois, et on a constaté, enfin Louis-Marie tu pourrais peut-être en dire 2 mots, mais ça a été un marché qui s'est très très bien porté sur les 3 dernières années. Hein. Malheureusement, il y a des actifs qui ont été achetés en blanc. Il y a ce petit décalage qui fait que ça ne nous était pas arrivé depuis un certain temps de retrouver des actifs lancés en blanc, livrés, de taille significative, sans preneur. Sans preneur. Voilà. Donc les gens ont pris des positions parce qu'il y a aussi cette pénurie de foncier. Alors dès qu'il y a du terrain, on prend position, on construit. Puis ils les ont pris il y a 18 mois. Voilà, au moment où tout allait bien. Et aujourd'hui, on est dans une phase où on commence à comptabiliser le nombre d'immeubles lancés en blanc, livrés et vides. Donc c'est quand même significatif. De la situation. Voilà. Il y a un autre élément aussi qui est... dommage qu'il n'y en ait pas en région lyonnaise, par contre, parce que effectivement... Parce que la demande... Mais se reporte sur Marseille, si j'ai bien compris. Dans la vallée du Rhône, on va dire. Oui, parce que Marseille n'a pas beaucoup de... Il y a des projets sur Marseille, parce qu'il y a du foncier, hein, notamment sur Fos, ce qui n'est plus le cas de Saint-Martin-de-Crau. Mais la vallée du Rhône, effectivement, où il ne s'est rien passé pendant des années... bénéficie de la saturation de Lyon, déjà, il y a un vrai report.
Et puis la Bourgogne, mais sauf qu'en Bourgogne, là aussi, on a du mal à développer des opérations. Alors du coup, tout ça, ça provoque une incertitude sur la hausse des loyers qu'on voyait pourtant repartir à la hausse il y a encore quelques mois. On se disait, au début de l'année, on se disait, bon, les loyers vont monter. Et là, on n'est plus tout à fait sûr. Là. Ils ne baisseront pas, parce que je pense qu'aujourd'hui, c'est acté. Ils ne baisseront pas, sauf des routes totales, bien évidemment. S'il y a beaucoup de bâtiments de ville, on retrouvera des périodes comme on les a connues. Mais voilà, aujourd'hui, ils ne baisseront pas. Maintenant, une augmentation aussi forte et aussi rapide qu'on a eue sur les 12 derniers mois, dans certaines régions, ça peut encore durer un petit peu, mais dans d'autres, effectivement, ça va un peu se stabiliser. Alors, la réflexion que je me faisais en voyant la présentation de Louis-Marie, c'est est-ce qu'on ne va pas aller vers des surfaces plus petites ? Est-ce que le fait qu'on a moins de foncier ne va pas inciter finalement les investisseurs, les promoteurs et même les utilisateurs à utiliser des surfaces plus petites? On peut l'imaginer, surface plus petite. Après la période des grands entrepôts XXL. Donc surface plus petite, on monte en étage, mais voilà, tout ça, aujourd'hui, des entrepôts étages, comme vous le savez, il y en a pas beaucoup. Donc il va falloir que les utilisateurs valident ce concept de bâtiment. Après, de plus petite taille, contraint et forcé par rapport aux tailles de foncier que les collectivités vont accepter de mettre sur le marché. Mais maintenant, est-ce que la demande de bâtiments de grande taille, elle existe encore, on le voit, il y a quelques sujets qui tournent aujourd'hui, on est encore sur des tailles il y a encore des sujets sur des tailles de 50 à 70 000 où on est... Et puis il y a aussi une volonté des utilisateurs de se retrouver dans des bâtiments plus verts. Je pense que l'impact RSE est important. Bon, le seul problème, c'est que ces gens-là, ils sont installés dans des immeubles où ils sont à un loyer de 50 € et on leur dit qu'aujourd'hui, pour déménager, il va falloir qu'ils payent 70. Donc il y a un petit peu d'hésitation. On ne franchit pas comme ça le pas. Mais ce qui nous fait dire que si effectivement on avait du foncier et qu'on arrivait à avoir des valeurs locatives au moins stables et qu'elles s'arrêtent d'augmenter, il y a quand même un tas d'utilisateurs qui veulent sortir de leurs vieux immeubles, qui sont prêts à payer plus cher, mais qui pour l'instant n'ont pas forcément beaucoup de solutions, ou ces solutions, elles ne sont pas au bon endroit. Peut-être y avoir un marché de renouvellement, peut-être que des vieux bâtiments vont être recyclés. Oui, c'est toujours c'est un souhait, effectivement. Mais attends, comme vous le savez, des friches, il n'y en a pas tant que ça. Ça coûte, c'est des bilans qui sont assez lourds pour les promoteurs, mais tout de même, il va falloir trouver des solutions, parce que la chose qu'on sait, et ça c'est certain, c'est que le foncier, c'est très compliqué. Et même quand il existe, effectivement, il y a beaucoup de virulence autour de ces projets. Et donc, c'est une vraie réflexion. Est-ce qu'on fait des immeubles plus petits? Est-ce que les utilisateurs, les prestataires, les chargeurs s'organisent pour avoir non plus un seul gros bâtiment, mais 2 ou 3? On revient un peu en arrière, parce qu'avant, on avait tendance à massifier. Et on considérait que ça allait dans le sens de l'écologie, puisque plutôt que de mettre des camions sur plusieurs sites, on en mettait... donc on est quand même à un tournant je dirais, alors, le marché reste, les fondamentaux sont là, ce marché de l'immobilier logistique est un marché très sain, qui mobilise toujours autant d'investisseurs, même si on n'est plus d'accord sur les prix, mais voilà, il est en train de prendre d'autres directions, et on va voir un peu comment, parce que c'est quand même les utilisateurs avant tout qui nous guident sur ce qui va se passer en matière d'immobilier. C'est ni les investisseurs ni les brokers. Je suis désolé, ça reste les utilisateurs. C'est la demande toujours. Merci à tous les deux pour cet éclairage, et puis on se retrouvera sans doute d'ici la fin de l'année pour un bilan ça sera intéressant. plus global. Merci encore, et puis merci à vous d'avoir suivi ce baromètre de l'immobilier logistique. À très bientôt. Merci, au revoir.